Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer la dernière grande offensive de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. La bataille des Ardennes a pour objectif de repousser les Alliés qui remontent vers l'Allemagne. Profitant des conditions météorologiques qui ne permettent pas aux avions alliés de voler, Hitler lance une contre-offensive surprise à travers les Ardennes. Partons ensemble à la découverte de l'ultime offensive du Reich. Les Alliés ont débarqué en Normandie depuis le 6 juin 1944. À la suite de plusieurs semaines de combats intensifs, les forces alliées sont rapidement parvenues aux frontières allemandes. Au mois d'août 1944, Paris est libéré. Puis c'est au tour de Bruxelles et d'Anvers au mois de septembre 1944. La confiance règne côté allié, en témoignent les propos du maréchal Montgomery. Sur tous les fronts, les Allemands mènent une campagne défensive. Actuellement, leur situation militaire et stratégique ne leur permet pas d'envisager la mise sur pied d'une quelconque offensive de grande envergure. Une situation insupportable pour Hitler, fermement convaincu qu'il peut encore surprendre ses assaillants. C'est ainsi qu'il entreprend dans le plus grand secret d'élaborer une contre-attaque massive à travers les Ardennes. Et ce, malgré une atmosphère de défiance croissante envers son état-major et ses conseillers à la suite de l'attentat manqué du 20 juillet 1944. Seuls quelques officiers tirés sur le volet sont mis au courant de l'offensive, dont von Rundstedt ou encore Walter Model. Hitler n'est pas réceptif aux diverses recommandations de ses généraux. Il souhaite impérativement atteindre le port d'Anvers où sont acheminés les ravitaillements des armées alliées et ainsi rééquilibrer les forces sur le front ouest. Von Rundstedt et Model restent en désaccord sur un certain nombre de points, mais s'accordent à penser que le plan d'Hitler est virtuellement irréalisable et trop ambitieux. Un sentiment partagé par Sepp Dietrich, soulignant l'inadaptation des voies de communication pour l'acheminement des divisions blindées, ou encore l'incertitude liée au climat hivernal. Néanmoins, malgré les réserves de ses généraux, Adolf Hitler demeure inébranlable et impose sa vision stratégique du conflit. Hitler a pour plan de reprendre Anvers afin de couper le 21e groupe d'armée de Montgomery des troupes du général Bradley. Eisenhower se retrouve donc opposé au général von Rundstedt, qui était le commandant en chef des deux groupes d'armée allemands sur le front occidental. Pour cette opération, les Alliés mobilisent 7 divisions blindées, 8 divisions d'infanterie et 2 divisions de parachutistes, prises dans les premières et troisièmes armées américaines, soit au total 400 000 hommes et 1100 chars. Ces troupes sont opposées à 9 divisions blindées et 4 divisions d'infanterie comprenant notamment la 5e Panzer Armee SS, la 5e armée blindée et la 7e armée allemande, ce qui représente une force de 250 000 hommes et de 1000 chars. Afin de dissimuler son offensive, Hitler fait transférer von Rundstedt le 1er septembre et lui confie le commandement de l'armée sur le front de l'Ouest dans l'optique de conforter l'optimisme des Alliés concernant la stratégie adoptée par le Reich. Von Rundstedt étant considéré comme un stratège défensif. Dans le plus grand secret, c'est Walter Model qui se voit confier la mise en place de l'offensive. Il dispose pour cela de la 5e, 6e et 7e armée, soit un total de 250 000 hommes, 2000 canons, plus de 1000 chars et 1500 avions. Pour leurrer les Alliés, von Rundstedt laisse volontairement la reconnaissance adverse analyser les forces en présence à Cologne, alors qu'en parallèle, l'acheminement des troupes et du matériel se fait de nuit. Les routes par lesquelles devait transiter tout ce matériel militaire sont recouvertes de paille retirée à l'aube, tandis que les chasseurs allemands survolent le front à basse altitude de façon à atténuer le bruit des panzers. Le colonel Otto Skorzeny, responsable de l'opération de s'emparer de l'ensemble des ponts sur la Meuse de manière à faciliter le passage des troupes allemandes. Pour ce faire, le commando mené par Skorzeny utilise des uniformes et des véhicules américains. Les hommes du colonel Skorzeny mènent en parallèle des opérations de sabotage. Cependant, le stratagème fut découvert rapidement, mais parvint à instaurer une certaine confusion dans les lignes alliées, comme le souligne le général Bradley. Selon le plan de Walter Model, le groupe d'armées se décompose en 4, avec sur les ailes la 15e au nord et la 7e armée dont la mission est de protéger le flanc sud de l'avancée de la 3e armée américaine du général Patton.
L'effort principal doit être mené au centre par les 6e et 5e armées composées d'unités blindées. En face, 83 000 soldats américains sont positionnés dans la région sans pour autant avoir conscience de la contre-offensive imminente de la Wehrmacht. Le 16 décembre 1944, l'artillerie allemande ouvre le feu au petit matin. Les soldats américains sont surpris, les postes avancés sont pris d'assaut et les lignes de communication sont coupées avec l'arrière. La virulence des attaques de Panzer sème la panique. Et en cette fraîche matinée de décembre, la désorganisation et la confusion générale règnent au sein des unités américaines. Face à cette offensive allemande, Eisenhower ne tarde pas à réagir et mobilise immédiatement l'ensemble des forces blindées ainsi que la 82e et la 101e division de parachutistes pour soutenir les positions assaillies par les Panzers. Bastogne revêt une importance stratégique puisque plusieurs routes convergent vers cette ville et peuvent donc permettre aux Allemands de protéger et d'assurer le réapprovisionnement de leurs colonnes. Encerclé depuis le 22 décembre par plusieurs divisions, Bastogne ne cède pas. Le général McCaulfield refuse l'offre de reddition allemande et résiste jusqu'à l'arrivée des renforts. L'avancée allemande s'essouffle en raison des contre-attaques amorcées par la 3e armée de Patton au sud et de la 1re armée au nord. L'amélioration des conditions météorologiques permet également aux chasseurs bombardiers de mener des raids dévastateurs. Alors que les ravitaillements alliés semblent infinis, l'armée allemande voit ses lignes de communication coupées et son réapprovisionnement se raréfier. Afin d'anticiper un échec total, l'état-major allemand envisage un repli organisé, mais le Führer refuse catégoriquement. Cette décision d'Hitler engendre des conséquences néfastes puisque les prévisions de l'état-major de la Wehrmacht se confirment, obligeant ainsi les forces engagées à se replier dans la confusion la plus totale. Hitler manque de clairvoyance dans son analyse stratégique, plongeant la Wehrmacht dans une situation critique, puisque les pertes humaines et matérielles occasionnées par l'initiative des Ardennes furent irrémédiablement et décisives pour la suite du conflit. Fin janvier, les troupes allemandes ont été renvoyées sur leur position de départ du 15 décembre 1944. Cette contre-offensive allemande engendre de lourdes pertes pour la Wehrmacht, avec des chiffres qui varient, mais qui dépassent les 70 à 80 000 soldats tués, blessés, faits prisonniers ou portés disparus. Comme on l'a vu, la bataille des Ardennes est la tentative de la dernière chance pour Hitler de repousser les Alliés. Mais les opérations tournent au fiasco lorsque les Américains s'organisent et contre-attaquent, scellant la défaite finale de l'Allemagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.